Chers téléspectateurs, bonjour à nouveau. Nous vous saluons dans notre dernière émission de notre émission intitulée Hajjaj de Saha wa Afia, donc pèlerin en bonne santé. Nous accueillons ici le professeur Sayed Orabi, spécialiste des cas urgents et des cas graves et chef du département de problèmes pulmonaires. Vous savez, docteur, à chaque épisode, nous avons tellement de questions et de téléspectateurs d'audience. Et là, nous allons parler des problèmes de l'après-pèlerinage. Même pour les non-pèlerins, nous, par exemple, qui habitons dans la région de Hijaz, souvent, la saison de pèlerinage, juste après la fin du pèlerinage, il y a une sorte de vague de grippe, de toux sèche, par les pèlerins ou même les gens qui habitent dans les zones de Hijaz. Donc, est-ce que vous pouvez un peu identifier un peu certains cas? Est-ce normal que ça arrive? Et comment peut-on remédier, prévoir ce genre de cas? Et après donc la saison de pèlerinage, est-ce qu'il faut voir un médecin pour justement prendre les précautions importantes pour éviter que cela n'arrive? Ou ça va passer tout seul? Voilà. Bien, bonjour. Vous savez, la saison de l'après-pèlerinage, il y a souvent des grippes, inflammation de système respiratoire et tout. Et pour les inflammations de système respiratoire supérieur et inférieur, peut avoir aussi quelques inflammations dans la gorge, voire une douleur, faire nez bouché, une faiblesse physique, et c'est là où le patient doit prendre quelques antibiotiques et des liquides, et tout en se reposant pendant 1 ou 2 journées. Il faut que c'est fait, ça passe. Si les choses s'aggravent, combien de temps ça peut durer tout ça? 3-4 jours maximum, un grand maximum, il n'y aura plus de symptômes. Mais si ça va au-delà, ce qui veut dire que l'inflammation a atteint une situation plus risquée, c'est là où le nez coule, c'est là où la gorge aussi coule beaucoup de salive, avec couleur jaune, plutôt vert. Et c'est là où le patient commence à perdre commence à ne plus avoir de nez et même le goût. Voilà, le nez et le goût ne sont plus et ne goûtent plus les choses. Et c'est là où aussi la température risque de monter, où il peut plus exercer ses fonctions quotidiennes. D'autres symptômes, par exemple, comme le mal de tête. Un mal de tête, surtout si il se penche, s'incline vers l'avant, s'il tombe, s'il s'incline ou s'il prosterne pendant la prière, c'est là où il y a des mal. Des maux aussi pour les dents, des mal de maux de dents. Cela veut dire qu'il y a une inflammation sèche et dure de problème. Adam a un appel de France, bonjour. Allô? Donc, on a perdu la communication. Donc, s'il y a vraiment problème ou inflammation nasale pendant 10 jours, cela ne devrait pas dépasser les 10 jours. Dans ce cas-là, le patient aura besoin de médicaments qui font baisser la température des liquides, des sirops. Il n'a pas besoin de prendre des antibiotiques, à moins que cela dure plus longtemps ou à moins qu'il y ait des effets secondaires, des aggravations de la situation. Pour les Alors, revenons à notre sujet. Mais est-ce que vous avez un conseil à donner à propos des antibiotiques, surtout pour les enfants ou les personnes âgées? Les antibiotiques, en général, ne devraient pas être donnés sans prescription faite par le médecin.
On ne peut pas donner des antibiotiques à qui que ce soit ou par la pharmacie directe. Non, il y a bien des instructions bien définies. Et les antibiotiques ne peuvent pas circuler comme ça, car cela pourra engendrer ou voire créer des microbes dans le corps humain, ça veut dire aggraver la situation. Cela ne servira à rien. Au contraire, cela fera des effets secondaires. Oui, tout à fait. Donc, des effets secondaires, parce que dans la société ici arabe que nous vivons dans la région, tout le monde prend des antibiotiques et c'est beaucoup d'effets secondaires. Et en prendre beaucoup, il paraît que ça diminue l'immunité. Non, ça diminue pas vraiment. Ça ne réduit pas vraiment l'immunité, mais au contraire, elle expose le patient à rassembler, va réunir des microbes dans le corps. Alors, continuons avec le système respiratoire, avec quelques conseils et instructions simplifiées. Et puis aussi, il y a les inflammations sèches et graves sur lesquelles on ne peut plus revenir en arrière pour la personne elle-même sans consultation de médecin. S'il y a une hausse de température du corps humain qui dure plus de 28 heures, pour plus de 28 heures, il appartient au patient de consulter immédiatement un médecin. S'il y a un gonflement dans l'œil, ou inflammé, il faut aller absolument chez le médecin. S'il y a une confusion ou hallucination dans la tête du patient, il commence à halluciner ou à raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Et pareil, pour le mal de tête aussi, mal de tête qui n'est pas normal. Et là, il faut consulter un médecin parce que là, aussi le problème de nez, enfin le problème de nasaux pourrait jouer un rôle, pourrait être une cause principale où il faut consulter un médecin. Docteur, pourriez-vous déterminer la durée éventuelle ayant rapport avec la toux ou la grippe, car il y a des fois une petite grippe au départ, mais des fois ça reste une semaine, voire plus. Est-ce que la durée joue un rôle dans tout ça? En général, l'inflammation des nasales prend d'une semaine à 2. Si le patient prend des médicaments et les symptômes ne disparaissent pas au bout d'une semaine ou 10 jours, c'est qu'il y a problème vraiment. Vous savez, dans nos sociétés, en général, après que le patient prenne le médicament, 2-3 jours, si la situation ne s'améliore pas, il pense qu'il va changer de médecin ou changer de médicament. Et ça, c'est pas bon. Au contraire, il faut continuer. 2-3 jours, ça suffit pas des fois quand c'est une grippe sèche ou dure. Et pour la fièvre ou la température, nous avons parlé des maladies et comment prendre les précautions nécessaires. Mais là, pour parler de la fièvre, les inflations qui peuvent surgir sur le système respiratoire, ça peut partir au bout de 48 heures. Si la fièvre dure plus de 48 heures, qui atteint 39 ou plus, 39 degrés, là, il faut absolument consulter un médecin car il risque d'y avoir des répercussions graves sur le système respiratoire inférieur. Chers téléspectateurs, un petit instant et on se retrouve tout de suite. Chers téléspectateurs, de nouveau, on se retrouve pour poursuivre notre émission intitulée Pèlerins en bonne santé. Nous aurons beaucoup de sujets à aborder dans les minutes qui viennent. Dans le plus important, la partie de respiration ou les problèmes respiratoires qu'on confronte après le pèlerinage. Docteur, nous étions arrêtés et là vers la grippe et la toux sèche. Et nous avons parlé aussi de la fièvre ou des maladies accompagnées de la fièvre. Mais, avant de passer au point suivant, nous devrions parler de ce qu'on appelle le coup de barre, ce qu'on appelle au dialectal. Est-ce que cela est accompagné avec une toux sèche ou une grippe? Tout à fait.
tout ce qui est problème respiratoire ou inflammation au système respiratoire inférieur ou supérieur, on sent vraiment la fatigue. Et cette sensation est naturelle qui peut durer quelques peu de jours et après ça s'en va. Et après cette période, c'est là où la température commence à monter. Et c'est là où le patient doit prendre assez de quantité de liquide et se reposer à la maison. Docteur, on passe maintenant à l'alimentation. C'est un sujet important. Lorsque quelqu'un qui doit prendre des boissons fraîches, froides ou chaudes. Il paraît qu'il faut prendre quelque chose de froid quand on a la fièvre, ou des fois c'est le contraire. Il faut prendre de l'eau chaude ou des liquides chauds pour justement. Dites-nous exactement ce qu'il faut faire. Le meilleur remède pour la toux, c'est l'eau. L'eau est le meilleur remède de tout. Eau chaude ou froide? Non, pas froide. Pas froide. Comme la température ambiante. Voilà, ni chaude ni froide, tiède. D'accord, passons maintenant avec les inflammations rénales. Là, on va parler d'abord de la toux et tout ce qui est problème respiratoire dû à la fièvre. Les personnes qui souffrent de ce genre de problème ne doivent pas laisser leur température monter plus de 48 heures. Après 48 heures, il faut consulter un médecin car il peut avoir un risque d'inflammation pulmonaire. Ce n'est peut-être pas important, on peut toujours franchir cette phase grave et le danger et les choses avancent. Mais par contre, pour les problèmes pulmonaires, il faut vraiment avoir les bons soins à l'hôpital. S'il y a d'autres problèmes de santé dont souffre le patient, ça c'est autre chose. Donc l'inflammation pulmonaire, normalement, c'est là où les gaz s'échangent à l'intérieur de cet endroit, ce qui si l'inflammation est grave ou si elle est multiple de plusieurs types, cela risque de baisser le taux d'oxygène, ce qui aggrave l'état de santé du médecin. Est-ce que ça a rapport avec la personne, si elle est fumeuse ou pas fumeuse? Bien sûr, si quelqu'un est fumeur, sa capacité de supporter ses efforts supporte beaucoup moins qu'une personne qui ne fume pas. À propos de la fumée, docteur, je voudrais rappeler à tous les spectateurs qu'ils peuvent toujours nous contacter par les réseaux sociaux s'il y a des commentaires ou questions qu'on voudrait adresser au docteur, ou vous pouvez toujours nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche devant votre écran. La question que je posais à propos de la fumée. Est-ce que le pèlerinage est une bonne occasion pour arrêter de fumer? Bien sûr. C'est une belle occasion pour arrêter de fumer, car pendant que vous effectuez les rites sacrés, vous faites un effort physique et sportif, ce qui aide à arrêter la cigarette. Et puis, l'ambiance n'est pas une ambiance de fumée. Personne ne fume autour de vous, ou presque. Pendant les rites, ni à Arafat, ni à Mina, ni ailleurs, ni pendant la circumambulation. Donc, le pèlerin fumeur pense moins à fumer que chez lui ou qu'ailleurs. Donc nous rappelons à tous nos pèlerins, à tous les fumeurs d'arrêter pendant cette période. C'est une belle occasion. Puisque l'on parle, est-ce que vous pouvez nous donner votre consultation à propos des choses qui aident à arrêter la cigarette, comme la cigarette électronique dont on parle en ce moment, les batchs qu'on colle, ou la seringue, la piqûre ou la seringue chinoise. Est-ce que cela aide ou cela ne sert à rien? Avant de parler des moyens d'arrêter la cigarette, il faut d'abord convaincre le fumeur à arrêter de fumer. Il faut qu'il soit convaincu physiquement et mentalement qu'il doit arrêter. Il doit se rendre compte des dangers et des risques qu'il peut avoir s'il continue et quels sont les intérêts qu'il verra aussi s'il arrête de fumer. Il y a certains symptômes qui peuvent arriver à cause de la nicotine si on arrête des fois d'un coup. La fumée cause beaucoup de problèmes, surtout avec les problèmes cardiaques.
manque de problèmes sanguins avec le sang. Une fois, un an après avoir arrêté la cigarette, 50% de tous ces problèmes s'arrêtent. 2 ans après, c'est comme si la personne n'a jamais fumé, d'après les études et les enquêtes officielles. Même si ça l'a fait, même s'il a fumé depuis des années et des années. Mais pour les poumons, par exemple, il y a d'autres problèmes. C'est les artères reliées ou les tuyaux reliés aux poumons, l'extension du poumon, tout ça. Tous ces problèmes qu'on voit peuvent s'arrêter, mais ça prend beaucoup plus d'années pour que cela arrête. Donc, arrêter de fumer ne fait que mettre fin à l'aggravation de la situation. Donc, il faut arrêter de fumer pour mettre fin donc à tout problème de santé que le fumeur pourrait confronter. L'une des questions adressées à propos de problèmes respiratoires, est-ce que les médicaments prescrits pour remédier justement la grippe par le médecin, le pharmacien lui-même, est-ce que le pharmacien peut dépanner avec des médicaments pour arrêter la grippe? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de pharmaciens qui prescrivent des médicaments aux patients sans consulter le médecin. Même les médicaments, les petits médicaments des petites maladies, par exemple toux ou grippe, oui, le pharmacien, normalement, il est habilité à prescrire ou à donner ce genre de médicaments. Mais pas d'antibiotiques, par contre, sans consultation. Il y a certains antibiotiques qu'on peut... Oui, il y a certains antibiotiques qu'on peut donner aux patients, mais pas toujours. Les antibiotiques, attention, ils sont sur les étagères de n'importe quelle pharmacie qu'on peut prescrire ou donner ou vendre directement, mais pas toujours. Il faut donc consulter un médecin toujours. Une autre question, lorsque quelqu'un a la grippe sèche et un problème à la gorge, une inflammation à la gorge. Donc, quelqu'un qui a une inflammation sèche à la gorge, il a du mal à manger. La douleur, lorsqu'il mange, il a beaucoup du mal. C'est tout ça, ça dépend des liquides chauds qu'il prend. Donc, je crois que la soupe est la solution idéale, et surtout tout ce qui est nourriture mâchable, qu'on peut mâcher très facilement. Donc, des légumes tendres que l'on peut avaler très facilement, ce qui lui accorde aussi les produits alimentaires dont le patient a besoin. Une autre question, docteur, concernant avec les produits alimentaires naturels. Est-ce que c'est quelque chose que l'on trouve normalement dans les pharmacies? Est-ce que c'est une bonne solution? Par exemple, avoir froid, attraper froid ou les inflammations, on peut mais il peut y avoir d'autres problèmes de santé comme les inflammations pulmonaires. On ne peut pas se remédier sans radio. C'est là où il faut s'adresser à l'hôpital pour se faire soigner. Mais les choses qui pourraient aider, choses naturelles qui pourraient aider à résoudre certains problèmes de santé. Comme je l'ai déjà dit, prendre beaucoup de quantité d'eau tiède, produits alimentaires légers tels que les fruits, les légumes, la soupe et la viande blanche. Maintenant, on revient avec la fumée, surtout que pendant la période de pèlerinage, certains fumeurs sont entourés d'autres personnes, c'est rare de ne pas voir des gens autour de soi pendant le pèlerinage. Alors, que diriez-vous aux gens qui fument, autour de ceux qui ne fument pas? Est-ce qu'il y a plus de danger pour les fumeurs passifs? Absolument. C'est lui qui ne fume pas, qui se trouve à côté de quelqu'un qui fume dans un endroit enfermé. Bien sûr, c'est comme s'il fumait avec lui.
Mais dans le pèlerinage, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que vous soyez à Arafat ou que vous soyez pendant la course entre Safa et Marwa ou la circumambulation, il n'y en a pas qui fument, heureusement d'ailleurs. Mais en général, les pèlerins, après avoir fini leur rite et pendant leur déplacement entre un endroit et un site sacré et un autre, des fois, normalement, ils allument les cigarettes comme dans les cars, par exemple, et les bus. Oui, par exemple, les endroits enfermés. Lorsqu'on fume dedans, cela force les non-fumeurs à fumer. C'est comme s'ils fumaient, exactement. Absolument. Avec le fumeur, donc comme s'il fumait. Car l'endroit est enfermé. Si c'est un endroit plein ciel, ouvert, ça, il n'y a pas de mal. Mais dans tous les cas, on conseille aux personnes qui fument de s'éloigner. C'est à lui de s'éloigner pour laisser nos non-fumeurs tranquilles. Je ne pense pas que pendant le pèlerinage, la durée de la fumée ne dure pas. Il y a toujours l'ambiance spirituelle qui occupe et voire préoccupe les fumeurs. Et ça les fait oublier de fumer. Maintenant, un autre problème qu'on va aborder, il s'agit de certains arrêtent de respirer pendant le sommeil. Quels sont les symptômes de tout ça et les remèdes? Tout d'abord, je vais répondre à votre question concernant comment peut-on se passer de la fumée, même si ce que vous avez dit aide le fumeur à s'arrêter de fumer. Il faut qu'il soit convaincu que la fumée est mauvaise. Il faut qu'il sache que arrêter de fumer, c'est important. Et il va, au début, lorsqu'il s'arrête de fumer, il va se sentir déprimé. Il va avoir une dépression. Il faut qu'il soit préparé à confronter ce genre de symptômes. Beaucoup de choses pourraient aider le fumeur à arrêter de fumer, telles que les patchs ou les seringues chinois. Il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de preuves scientifiques comme quoi ces patchs chinois ou ces seringues chinois pourraient être. Un instant et on se retrouve. Bonjour, chers téléspectateurs. Je rappelle les numéros de contact si vous avez des questions à appeler qui s'affichent sur votre écran. Nous étions arrêtés avec les remèdes que nous voudrions dévoiler et nous avons parlé de la piqûre chinoise pour arrêter de fumer. Il n'y a pas de preuves scientifiques comme quoi les piqûres chinoises pourraient pousser les fumeurs à arrêter la cigarette. Il y a aussi certains médicaments qui aident le fumeur à arrêter, mais ces médicaments doivent être pris quand même après consultation de médecin parce qu'il y a toujours des effets secondaires. Il y a des médicaments auxquels on fait confiance, mais il faut quand même demander à consulter un médecin. Il y a ce qu'on appelle la nicotine ou le vaporisateur de nicotine ou le chewing gum de nicotine. Tout ce qu'on appelle ça des remplacements de nicotine qui substitue à la vraie nicotine dans le corps. On ne voit pas la différence entre cette nicotine et l'autre. Alors, avec le chewing gum par exemple, ça c'est de la nicotine qui passe par la salive ou par le patch, sans cigarette. L'autre avec la cigarette, ça c'est un problème respiratoire. Donc si je comprends bien, la fumée ne passera plus par les poumons. Oui, il y a toujours nicotine dans le corps, mais pas par les poumons. Peu à peu, la nicotine baisse dans le corps ou dans le sang, c'est progressivement qu'il arrête de fumer. Parce qu'on sait qu'être accroché à la nicotine peut être pire que être accroché à l'héroïne. Quant au patch, normalement c'est de nicotine, passe par le sang, tampon, qui passe, c'est comme le chewing gum qui passe, voilà, comme les timbres par exemple, passe de la nicotine au sang de l'homme, mais par le sang et non pas par la salive ni par les poumons. On passe à autre problème, il s'agit de la mauvaise respiration ou s'arrêter de respirer pendant le sommeil. C'est un problème médical moderne. Depuis 1985 qu'on en parle.
arrêter de respirer pendant le sommeil. La personne dort normalement le quart ou le tiers de sa vie. Pendant cette période, il y a des problèmes ou un arrêt de respiration. Cet arrêt est dû, voire cet arrêt entraîne quelques problèmes. Plusieurs fois, il s'arrête la respiration, et il arrête de respirer et il respire à nouveau sans qu'il le ressente. Oui, absolument, sans qu'il le ressente. Je vais vous expliquer. Pendant qu'on dort, si on dort sur le côté droit, il se trouve le matin sur son côté gauche. Ce que s'est passé dans la nuit est que le côté droit a eu mal pendant la nuit et donc il s'est réveillé. Il a eu des ordres dans les muscles côté gauche pour qu'il se couche sur le côté gauche pour justement alléger le cours sur le côté droit. C'est exactement ce qui se passe lorsque la respiration arrête. Le cerveau se réveille pour donner des ordres aux muscles ouvrir le passage au système de respiration au poumon. Et cela arrive à plusieurs reprises, presque à chaque heure. Des fois, quelquefois 50 fois par heure. Ça veut dire que chaque minute, la respiration s'arrête quelquefois. Si on dépasse plusieurs secondes aussi. Cet arrêt de respiration, est-ce que ces secondes sont déterminées? Quel est l'arrêt de respiration qui peut avoir, qui entre dans le processus de respiration? Normalement, de 10 à 20 secondes, l'arrêt. Maintenant, si cet arrêt de respiration arrive pendant la nuit plusieurs fois, c'est que le cerveau n'a pas eu assez de dormir. C'est là où la personne, le lendemain, c'est comme s'il n'a pas dormi. Il se sent mal, il a envie de dormir, et si on le laisse seul dans un endroit, il peut redormir. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, que la personne, surtout obèse, qui peut dormir à n'importe quel moment. Au bureau, il se réveille, il parle, il redort. Pendant les réunions familiales aussi. Et il peut dormir même au volant. Et c'est là où il y a le danger. C'est pour ça, dans certains États, aux États-Unis, oblige les jeunes conducteurs au permis de conduire pour justement qu'ils ne soient pas, touchés par ce phénomène. C'est suite au manque d'oxygène dans le sang, ce qui conduit à des conséquences négatives sur certains membres vitaux comme le cœur ou les muscles, etc. Ces détériorations de manque de respiration sont connues, surtout pendant l'accouchement, pour le bébé par exemple, ou pour la maman. Oui, si la femme est enceinte et elle souffre de ce problème, le manque de cet oxygène peut refléter négativement sur le fœtus, sur le bébé. Et pour les personnes obèses aussi, l'oxygène manque souvent, ce qui peut détériorer les capacités de cerveau chez cette personne, où elle peut s'ouvrir, donc elle peut commencer à oublier les choses. Par exemple, elle peut poser son argent quelque part et oublier, poser des papiers par-ci, par-là et oublier. Elle prend rendez-vous et elle oublie. Donc elle prend rendez-vous pendant qu'il dort apparemment. Oui. Avant de passer à la dernière partie de notre émission, on parle toujours du même sujet, l'arrêt de respiration pendant le sommeil. C'est pas pour faire peur aux téléspectateurs. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup pendant le sommeil. Mais là, ce que je veux dire au juste, comment je peux savoir si je suis l'une des personnes atteintes de l'arrêt de respiration pendant le sommeil? Si la personne jouit d'une obésité, il est un peu fort, si vous voulez, et pendant la journée, il a souvent envie de dormir, et pendant la nuit, il ronfle énormément, et à haute voix. Cette personne peut dormir à n'importe quel moment, dans la voiture, dans le train, à chaque fois il est assis, dans le marché, au bureau. Ça, c'est des... Alors, est-ce que c'est lui qui dort au volant? Ça, c'est pas normal, ça. Mais c'est lui qui dort dans une réunion, c'est pas normal non plus. C'est lui qui, autour de ses enfants, entouré par ses enfants, et qui se couche profondément, c'est pas normal. Il faut qu'il consulte un médecin. Il doit souffrir d'arrêt de respiration pendant la nuit. Et ça veut dire que pendant la journée, il a sommeil parce que la nuit, il n'a pas bien dormi, le cerveau. C'est ça. Alors, le remède médical, la solution médicale. D'abord,
il faut que, pour diagnostiquer ce genre de cas, il faut que le patient ou la personne aille à l'hôpital, passer une journée ou voire une nuit pour voir si cela lui arrive ou pas. Et savoir aussi si cet arrêt est de grand volume ou petit volume aussi. Et pour savoir aussi si cet arrêt est accompagné de retrait d'oxygène. Après, on va déterminer le remède, si c'est une aggravation ou si c'est chirurgical ou si c'est un manque de glandes endocrines. Et là, on peut prescrire des médicaments. Mais si le problème est dû à l'obésité, là, il faut absolument des appareils que la personne pourrait utiliser pendant le sommeil pour pouvoir baisser son poids. Un appel de Mustapha du Maroc. Salam alaikum. Bonjour, que la paix soit sur vous. Allez-y, frère Mustapha. Tout d'abord, très bonne fête à vous et que chaque année vous soyez en bonne santé. Merci. Comment on peut se protéger des problèmes respiratoires? Et est-ce que c'est une maladie héréditaire ou pas? Pourriez-vous répéter? Ah oui, vous voulez savoir si c'est une maladie héréditaire ou pas? Oui. Frère Mustafa, vous parlez de manque de respiration ou de arrêt de respiration pendant le sommeil? La mauvaise respiration. Quelqu'un qui respire mal. D'accord, j'ai compris. Mustafa du Maroc, il demande donc... j'ai cru comprendre par sa question que donc c'est la mauvaise respiration. C'est héréditaire? Oui, tout à fait, c'est héréditaire. Normalement, c'est transmissible dans la famille d'une famille à autre, de père en fils, mais il y a certains cas détectés que certains gens qui ne souffraient pas de ce genre de problème, mais à un moment donné, ils ont été exposés à des problèmes de pollution, qui n'avaient pas vraiment ce maladie, mais qui l'ont eu par la suite. Donc il y a des raisons, et puis il y a l'héréditaire. D'accord, c'est ça. Docteur, nous parvenons à la fin de notre émission, mais tout d'abord, je voudrais vous poser la question, comment s'est passé votre pèlerinage cette année, le jour d'Arafat? Qu'est-ce que vous en pensez? Alhamdulillah, louange à Allah, cette année, le pèlerinage, je le considère l'un des pèlerinages, les meilleurs pèlerinages que j'ai passé de ma vie. C'était très organisé. Le passage, le retour sur Arafat, l'aspect de civilisation qu'on a eu cette année et la façon de passer la nuit par-ci par-là, c'était très organisé, a montré que au monde entier que le pèlerinage des musulmans est un pèlerinage, est une religion de civilisation moderne. Donc je m'adresse avec tous mes remerciements et félicitations à tous ceux qui ont contribué pour mener à bien les sites sacrés et les rites de pèlerinage pour cette année. Je remercie tous les jeunes volontaires qui ont aidé tous les pèlerins venus du monde entier, les personnes âgées, les enfants, avec une image de tolérance et de fraternité et de coopération. Professeur Saïd Arabi, merci beaucoup de votre présence à l'occasion de pèlerinage 1435. Chers téléspectateurs, nous terminons notre émission et pourvu que dans les heures qui viennent, on se retrouvera avec le présentateur Bandar Arab avec Cher Soued. Nous continuons avec couverture médiatique. Merci et à bientôt.